Cet épisode remonte la pente après un épisode 5 moyen et nous laisse avec des moments qu'on n'avait pas vu venir pour Corlys et Alicent et introduit d'autres œufs de dragon. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Si la saison 2 faisait la part belle au camp des Noirs, la saison 3 favorise assurément celui des Verts, ou sa branche dérivée, le camp de Daeron. Dans cet épisode, alors que Hormoon poursuit son ascension vers le pouvoir absolu au nom de Daeron, l'emprise de Rhaenyra sur ses sujets s'effrite peu à peu. La situation est difficile pour Rhaenyra, son conseil reste ingouvernable, son mari Daemon agit en électron libre, et les petites gens lui font part des doléances lors d'audiences qu'elle gère systématiquement maladroitement. Elle a commencé à agir, ce qui marque une progression par rapport à la passivité de son père, mais son instinct politique manque de maturité et de fiabilité. Un moment emblématique de l'ouvrage Feu et Sang montre le trône de fer blessant Rhaenyra alors qu'elle y siège. Cet incident préfigure sans nul doute sa chute, mais cela n'a rien de surprenant. La danse des dragons est le récit tragique de la déchéance d'une grande maison noble. Cet épisode sème habilement les germes de la destruction qui se développeront au fil du récit à venir. Je manquerais à mon devoir si je passais sous silence l'éléphant dans la pièce. Criston Cole, le faiseur de roi, finit par rencontrer l'étranger lors du très attendu bal du boucher. Il faut reconnaître qu'il s'agit, à ce jour, de l'événement le mieux adapté de Feu et Sang. Certes, quelques changements ont été opérés, notamment concernant les protagonistes impliqués dans la mort de Criston, mais ils sont cohérents avec la logique de la série. La séquence de combat précédant sa chute est remarquablement chorégraphiée et exécutée. Dans l'épisode 5, Criston se proclamait le plus grand guerrier du royaume, un titre qui, selon le livre, lui revenait effectivement à l'époque. L'épisode 6 lui donne l'occasion de joindre le geste à la parole. Fabian Frankel est une véritable bête de combat et nous vivons cette escarmouche de son point de vue. J'adore la fluidité des mouvements de Criston dans cette scène. Il démontre qu'il existe bien des manières de manier la masse d'armes. Puis, faisant preuve d'une once de noblesse, il enroule la faveur de Alicent autour de son épée et propose de se battre pour sauver la vie de ses hommes. Même les dialogues sont pour l'essentiel fidèles au livre, à quelques ajustements près. Criston aspirait à une mort glorieuse, mais ici, il périt sans éclat. Point de fanfare, ni de dernière charge héroïque au cœur de la mêlée. Ali Lanoir le crible de flèches et il tombe rapidement dans l'oubli alors que l'on passe à la scène suivante. Et bien que la réplique « On ne chantera pas ta bravoure dans la mort », faiseur de roi, soit absente, l'idée est bien là. Placer sa mort au début de l'épisode est un choix audacieux, mais qui fonctionne. Cela nous rappelle brutalement qu'en temps de guerre, même les plus grands guerriers meurent souvent de la manière la plus banale et anonyme qui soit. Adieu, Criston Cole, nous t'avons à peine connu. Enfin, nous avons pris plaisir à te détester dans la saison 1. Nous avons presque oublié ton existence dans la saison 2. Et cette année, tu nous as rappelé que tu en avais dans le ventre, grâce à l'adoption de tes tactiques et de cette attitude empreinte d'une morne résignation. Le montage est bien meilleur ici que dans l'épisode 5. Les transitions entre les scènes sont plus fluides. Par exemple, on passe de Criston gisant au sol, serrant encore le mouchoir de Alicent, à Alicent et Elaena attendant les secours dans le tunnel. Une autre transition enchaîne Jean réprimandant Rhaena avec Baela se rapprochant de Aline. Corlys évoque Tyrion Lannister et l'on bascule aussitôt sur une scène impliquant ce dernier. Le récit gagne en fluidité grâce à ces liens établis entre les personnages. Cet épisode continue d'explorer de nouvelles dynamiques entre les personnages. Gwen retrouve Hormoon et Daeron à Chutebourg. Le duo formé par Freddie Fox et James Norton fonctionne à merveille, les deux acteurs se renvoyant la balle avec brio. C'est aussi un plaisir de découvrir un nouveau point de vue sur la grande stratégie de Hormoon. Gwen s'est imposée comme la voix de la raison dans la série. Ici, il souligne que Rhaenyra dispose d'une armée plus vaste et de plus de dragons que Hormoon. Toutefois, fidèle au récit qu'il a fait de l'histoire de Mérya Martell dans l'épisode précédent, le seigneur de Villevieille compte l'emporter sur son ennemi par la ruse plutôt que par la force brute. La présence de Gwen apporte également un meilleur équilibre aux scènes impliquant Hormoon et Daeron, tandis que le personnage attachant de Daeron suscite immédiatement la sympathie. Norton livre, comme à son habitude, une prestation remarquable, campant un Hormoon tout en nuances et un faux machisme. La masculinité toxique est un thème majeur de la série, et Hormoon en est l'incarnation parfaite. Il est convaincu que Rhaenyra ne marchera pas sur Chutebourg, car, étant une femme, elle serait trop sensible pour cela. Pourtant, dans une scène ultérieure, Hormoon vomit après avoir vu Gwen et Jon Roxton massacrer les assassins, déguisés en délégation Baratheon, envoyée par Rhaenyra pour l'éliminer, lui et Daeron. Une séquence d'action particulièrement réussie. L'arroseur arrosé
En somme, ce trait résonne de manière troublante à l'ère de la manosphère. C'est précisément ce qui rend l'interprétation de Norton si juste, la façon dont elle reflète si fidèlement notre propre monde. C'était une manœuvre risquée de la part de Rhaenyra, la maison Baratheon cherchait à rester neutre, et elle a peut-être forcé ses membres à prendre le parti de Hormoon, maintenant que leur emblème a été si grossièrement profané. L'épisode nous offre de nouvelles scènes entre Rhaenyra et Alicent. Bien que j'estime que le maintien de cette dynamique dessert la série plus qu'il ne l'enrichit, j'ai apprécié ces séquences dans l'ensemble. Emma Darcy et Olivia Cook sont électriques lorsqu'elles partagent l'écran. Comme toujours, je comprends donc la volonté de les réunir dès que possible. On perçoit tout le poids de leur passé commun sous l'apparente tension qui les anime. Heureusement, la série ne semble pas chercher à réparer leurs liens brisés, mais plutôt à les éloigner progressivement l'une de l'autre. Espérons-le, pour de bon. Lorsque Alicent demande à Rhaenyra si elle la considère comme une ennemie, il s'agit d'une question lourde de sens, et même déchirante. Cela dit, la saison 3 ne place pas la relation Rhaenyra-Alicent au premier plan, que les 7 en soient remerciés. Reste que Alicent constitue le point faible de Rhaenyra. Il sera intéressant de voir si cette dernière finit par couper ce lien si précieux. Ulf supporte de plus en plus mal ses longues journées de garde à Chutebourg et sa réclusion au Donjon Rouge lorsqu'il se trouve à Port-Réal. Daemon le surprend en train d'errer dans la ville et lui ordonne sèchement de regagner sa place. Hugh, lui, dépouille un fermier de ses vêtements et de sa charrette pour aller voir sa femme, mais celle-ci lui réserve un accueil glacial alors qu'il espérait des bras ouverts. À ses yeux, il l'a abandonné pour poursuivre sa propre gloire, tandis qu'il soutient n'avoir cherché qu'à garantir leur sécurité. Ils ont tous deux un peu raison, et la situation est déchirante. Daemon arpente Port-Réal pour traquer les assassins responsables de la mort des Manteaux d'Or, après la démission en bloc de sa force de protection de la ville. Il parvient à tendre une embuscade au meneur aperçu précédemment. Mais en vain, il forme une hydre. Il y a toujours quelqu'un d'autre pour prendre la relève. Les graines de chaos semées par Hormoon portent leurs fruits dans la capitale. Dans cet épisode, une romance naît entre Baela et Aline, fidèles à leur homologue du livre. Il faut reconnaître que la saison manquait quelque peu de sensualité à cet égard, même si l'on aurait aimé davantage de scènes pour établir leur complicité en amont. Bethania Antonia et Abubakar Salim affichent une alchimie naturelle qui passe très bien à l'écran. Dans le contexte de cette guerre familiale traumatisante, il est logique que Aline et Baela se rapprochent pour trouver du réconfort. Je suis juste un poil triste pour Adam qui devra se trouver quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ces deux-là ne sont pas les seuls à trouver du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Alice et Aemon échangent leur premier baiser et sans doute davantage hors champ. Gail Rankin et Ewan Mitchell sont captivants à regarder, mais je ne perçois pas encore l'étincelle qui existe entre Baela et Aline. Alice joue un rôle majeur dans l'histoire de Aemon, et inversement, et Rankin, comme Mitchell, sont des interprètes remarquables. Toutefois, cette union semble quelque peu précipitée. Je mets cette précipitation sur le compte du rythme d'escargot de la saison 2 qui a forcé à condenser tous les points clés de l'intrigue dans la saison 3, y compris celui-ci. Cela dit, quoi de plus universel que le besoin de liens humains. L'épisode 6 illustre parfaitement la solitude de ces personnages, même au sein de leur propre camp. Rhaena, quant à elle, frôle la folie dans le Val aux côtés de son dragon sauvage. Elle survit comme elle peut et s'attire les foudres de Lady Jynarine pour s'être envolée à la recherche de Baela. Aegon s'occupe d'enterrer la victime qu'il a tuée la semaine précédente. Ou du moins, il regarde Tyrion Lannister le faire à sa place, tout en ruminant l'évaluation désastreuse qu'il a reçue de son subordonné, Larys. Cet épisode s'achève sur un rebondissement intrigant. Alicent s'écarte de sa trajectoire habituelle pour se rendre à Harrenhal et devenir l'épée de Rhaenyra. Bien qu'elle ait sacrifié ses fils dans le final de la saison 2, je l'imagine mal aller jusqu'au bout et orchestrer la mort de Aemon dans ce contexte. Mais le coup de théâtre le plus marquant reste l'enlèvement apparent de Corlys. Hormoon envoie à Rhaenyra une cotte d'armes aux couleurs des Baratheons. Il y est inscrit en lettres de sang le message: si tu donnes un coup de pied à un chien, il te mordra la main. Une façon habile de signifier qu'il s'en prendra à la main de la reine. À ce stade, la série et le livre sont des entités distinctes qui devraient être considérées comme telles. La série ne propose pas une adaptation fidèle de l'œuvre originale de Martin, au-delà des grandes lignes du récit. Corlys, qui venait de surmonter sa rancune envers Rhaenyra et qui avait décidé de retourner à Port-Réal pour la soutenir, sera sans doute fait prisonnier et emmené à Chutebourg. Ce choix risque fort de faire grincer des dents des lecteurs des livres, mais je suis curieux de voir où cela nous mènera. Je suis prêt à tout pour voir davantage Steve Toussaint à l'écran, lui qui a été terriblement sous-exploité cette saison. Dans l'ensemble, cet épisode marque une amélioration par rapport au précédent, grâce à une dynamique narrative soutenue et à des scènes qui ont du sens, qu'elles aient un impact immédiat ou qu'elles portent leurs fruits sur le long terme. Nous filons tout droit vers la première bataille de Chutebourg, espérons que la saison se terminera en apothéose plutôt que de s'achever en queue de poisson.
Selon Alice, son cheveu, le dragon de Rhaena, a pondu des œufs au château durant les 17 années qu'ils y ont passé, avant que Rhaena ne meure de vieillesse. La guerre civile de la danse des dragons se déroule plus de 50 ans après la mort de Rhaena, et pendant tout ce temps, les œufs sont restés cachés à Harrenhal jusqu'à ce qu'ils tombent entre les mains de Alice. Dans la série, Alice affirme que les œufs sont restés cachés pendant ses 100 ans, ce qui est incohérent puisque Rhaena est encore une enfant 100 ans avant la danse des dragons. Il convient donc de prendre cette information avec des pincettes. Les œufs de dragon diffèrent de ceux que nous avons vus dans House of the Dragon car ils sont inertes, à l'instar des œufs de Daenerys qui, au début, ressemblaient à de la pierre. Toutefois, tout comme ceux de Daenerys, l'œuf que tient Alice commence à chauffer sous l'effet de la chaleur de sa main et d'une trace de sang laissée par la sorcière. Les dragons de Daenerys sont nés de la magie du sang, grâce au sacrifice de la sorcière Mirri Maz Duur et de l'adépoux de son époux Khal Drogo sur un bûcher, donnant ainsi naissance à 3 jeunes dragons. De même, il semble que les œufs de son cheveu réagissent aux stimuli environnants. Il est donc logique de penser qu'ils pourraient eux aussi être amenés à éclore. Le projet d'Alice concernant ces œufs est, semble-t-il, de fonder une nouvelle branche de l'Empire Targaryen avec Aemon, puisqu'elle évoque le fait que les fils de ce dernier seront des princes Targaryens. Tout comme lui, une romance unit effectivement les deux personnages dans le livre, Alice allant même jusqu'à affirmer qu'elle porte l'enfant de Aemon. Cette évolution est donc tout à fait logique pour eux. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans Feu et Sang, il est fortement sous-entendu que les dragons de Daenerys descendent de son cheveu. Selon le récit, Elissa Farman, l'amante de Rhaena, aurait dérobé une couvée de 3 œufs à la suite d'une brouille entre les deux femmes avant de les emporter avec elle à Essos. Ces œufs disparurent pour finalement réapparaître des siècles plus tard sous la forme d'un cadeau de mariage offert à Daenerys. Bien que cela n'ait jamais été explicitement confirmé, la théorie est suffisamment solide pour être largement admise comme vraie au sein de la communauté des fans. House of the Dragon a déjà considérablement modifié la donne. Au cours de la 2e saison, la série a introduit une couvée de 4 œufs pondus par Syrax, le dragon de Rhaenyra. Ces œufs ont été envoyés dans le Val avec Rhaena. Par la suite, ils ont été expédiés à Pentos en compagnie des 2 plus jeunes fils de Rhaenyra, Aegon et Viserys. Dans une interview, la réalisatrice Geta Vasan Patel a confirmé qu'il s'agissait bien des œufs de dragon de Daenerys. Toutefois, une semaine plus tard, environ, le showrunner Ryan Condal est revenu sur ses propos, affirmant que le fait que ces œufs finissent entre les mains de Daenerys ne représentait qu'un avenir possible parmi d'autres. Même à l'époque, cette explication semblait relever de l'échappatoire. Il semblerait désormais que l'on envisage d'autres scénarios. En introduisant davantage d'œufs issus de son cheveu, House of the Dragon se rapproche du récit établi concernant Elissa Farman, qui avait dérobé une précédente couvée de ce même dragon avant de s'enfuir vers Essos. À tout le moins, cela fait de ces nouveaux œufs des parents directs des dragons de Daenerys, à condition bien sûr que la série ne nous réserve pas une surprise étrange comme la disparition soudaine de 3 d'entre eux. Mais, point peut-être plus important encore, la couvée de son cheveu accrédite l'idée que des œufs de dragon longtemps restés inertes peuvent être ramenés à la vie. L'œuf s'échauffe dans la main de Aemon lorsque Alice y étale accidentellement du sang, et pas n'importe lequel, mais le sang vital du palefrenier qu'elle vient de tuer. Seule la mort peut payer la vie, comme l'a dit un jour Mirri Maz Duur, un principe qui reste tout aussi vrai qu'à l'époque de Daenerys. Il sera intéressant de voir si ces œufs ne sont qu'un simple clin d'œil amusant ou s'ils revêtent une importance plus grande. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'avoir une raison de se plonger davantage dans Feu et Sang et dans l'histoire complexe de Westeros. Il est évident que la capture de la main de la reine par l'ennemi constitue une mauvaise nouvelle pour Rhaenyra. Toutefois, l'objectif de Ormund reste flou. Si empêcher le serpent de mer et son armée de faire route vers Port-Réal porterait assurément un coup dur à Rhaenyra, il n'était pas nécessaire de capturer Corlys pour y parvenir. La reine ne paierait en aucun cas de rançon, ni ne négocierait la libération de sa main, et le sort des habitants de Chutebourg constitue une monnaie d'échange suffisante pour inciter Rhaenyra à la retenue. Ormund a sans doute autre chose en tête. L'ouvrage Feu et Sang ne mentionne à aucun moment la capture de Corlys par Ormund. Nous ne pouvons donc pas nous tourner vers l'œuvre originale pour obtenir des réponses. Il vaut mieux, pour le moment, examiner l'épisode lui-même. Plutôt, Ormund déclare à Daeron que Rhaenyra a pris une décision judicieuse, chose rare, en nommant Corlys à la charge de main du roi. Il avait critiqué Otto Hightower pour sa gestion de ce poste, mais il souligne l'atout indéniable que représente Corlys Velaryon. On dirait presque que Ormund éprouve de l'admiration pour son ennemi. Le fait que Ormund ait fait capturer Corlys plutôt que de le tuer prouve qu'il considère cet homme comme une personne de valeur. S'il admire véritablement le Seigneur des Marais, il est fort probable qu'il souhaite l'avoir à ses côtés. Après tout, bien que Ormund ait publiquement proclamé Daeron Targaryen roi, il faudra le ralliement d'autres seigneurs pour que le royaume prenne cette prétention au sérieux. Quel meilleur allié pourrait-il trouver que le confident de Rhaenyra Targaryen, désormais brouillé avec elle ?
Il se passe tellement de choses dans les derniers instants de l'épisode qu'il est facile d'oublier que Sir Criston Cole est enfin mort. Il compte parmi les antagonistes les plus abjects de la franchise Game of Thrones, et les lecteurs de Feu et Sang savaient que sa fin approchait avec le bal du boucher. Les troupes du Conflant et les loups de l'hiver auraient dû arriver à Chutebourg bien plus tôt, mais Criston avait rendu leur progression impossible. Ils ont toutefois renversé la situation. Grâce à une embuscade habile, Criston a été abattu sans autre forme de procès. La voie vers Chutebourg est désormais libre. Rhaenyra a besoin des hommes du Conflant et des loups de l'hiver pour reprendre la ville sans causer de pertes civiles majeures. Cela implique de retenir ses dragons et de laisser les soldats armés d'épées accomplir la tâche. Le déroulement des événements est décrit dans Feu et Sang, mais cela ne signifie pas pour autant que la série suivra nécessairement la même voie. La bataille aura bel et bien lieu, mais son issue reste incertaine. Quelles que soient les intentions de Hormoon à l'égard de Corlys, cette situation offre une tournure inédite au récit. Dans Feu et Sang, la main de Rhaenyra connaît une trajectoire bien différente. Lors de la bataille de Chutebourg, Hugh et Ulf trahissent Rhaenyra pour allier les Verts, infligeant ainsi une défaite cuisante au noir. Furieuse, Rhaenyra projette d'arrêter et d'exécuter Adam car il est lui aussi un bâtard de sang valérien. Corlys s'y oppose et aide Adam à s'enfuir. Pour cela, Rhaenyra le fait jeter au cachot. Cet acte cadre mal avec la version de Rhaenyra présentée dans la série, mais la suite de l'histoire canon n'en est que plus tragique. Dans Feu et Sang, l'emprisonnement de Corlys attise la révolte contre la reine, précipitant la nécessité pour Rhaenyra de fuir Port-Réal. Lorsque Aegon reprend le trône, Corlys est libéré et prête allégeance à l'usurpateur. Il semble qu'une fois de plus, la série cherche à dédouaner Rhaenyra. Dans le livre, c'est la reine elle-même qui provoque sa propre chute, bien que Corlys tente de l'en empêcher. Il finit par s'attirer ses foudres. En fin de compte, le Seigneur des Marais n'a d'autre choix que de soutenir Aegon. Dans la série, tout porte à croire que c'est Hormoon qui placera Corlys dans une situation inextricable, épargnant ainsi à Rhaenyra la responsabilité de la position délicate dans laquelle se retrouve sa main. C'est toujours très sympa d'avoir des petites escarmouches dans Game of Thrones, surtout quand c'est bien fait. Maintenant, reste à voir si l'avant-dernier épisode de cette saison sera une bataille totale, avec du feu et du sang, probablement beaucoup de sang. Et on espère que ce sera comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans l'avant-dernier épisode, qui est en général fantastique? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.